BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Le retour de quoi je me mêle, à la fois sur 01 TV, sur BFM Business, en podcast audio, vidéo. Merci d'être là. On va parler de 5G maintenant. Ça fait quelques années qu'on en parle, ça fait quelques mois aujourd'hui que les principales villes françaises sont couvertes, notamment Paris, avec le baromètre 01net.com COSI que vous pouvez retrouver sur 01net.com et qui nous dit quel est le meilleur opérateur 5G à Paris parmi Free, parmi SFR, Orange ou Bouygues Télécom. On va en parler avec mon invité qui est un spécialiste des réseaux et c'est toujours très intéressant de faire le point sur une nouvelle technologie et sur la manière en fait dont on accède à Internet et maintenant grâce à la 5G. Sébastien Kayser est là. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ravi de vous retrouver dans De quoi je me mêle. Vous êtes le directeur en fait des technologies de Mozark que vous allez nous présenter, qui est la nouvelle maison mère de COSI, avec lequel 01net.com a collaboré pour ce baromètre. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Mozark, Sébastien ? Oui, bien sûr. Alors déjà, bonjour à tous et puis merci de l'invitation. Alors COSI, c'est une entreprise française qui a été fondée il y a à peu près une dizaine d'années maintenant et qui est le partenaire professionnel, que ce soit des collectivités, du régulateur ou des opérateurs et de plus en plus des entreprises autour de cette mesure de la connectivité, de cette compréhension de ces sujets de connectivité. Mais ce sujet de connectivité, il est mondial. Et nous avons fondé en 2019 un groupe international qui s'appelle Mozark et qui exerce la même expertise un peu partout dans le monde, en particulier en Asie et au Moyen-Orient et en Europe, bien entendu. On fait à peu près 60% de notre chiffre d'affaires en Asie. On a enregistré 70% de croissance l'an dernier. Et on accompagne plus d'une dizaine de régulateurs dans le monde, plus d'une trentaine d'opérateurs, j'en passe. Toujours avec ce positionnement, cet ADN qui est d'être professionnel, impartial et neutre dans l'analyse. Mais vous mesurez la connectivité, c'est ça ? Vous êtes un peu la météo, le Météo France du réseau, c'est ça ? C'est ça, dans son acceptation la plus professionnelle possible, c'est-à-dire on est là pour choisir les bons moyens pour faire le diagnostic d'une situation au bon moment. Donc nous avons nos propres logiciels de mesure et de restitution et d'analyse, mais nous utilisons aussi d'autres types de logiciels en fonction de la situation pour apporter la réponse la plus précise et la plus adaptée aux besoins de nos clients. Et donc vous mesurez les réseaux, tout type de réseau en fait ? Tout type de réseau en effet. 4G, 5G, 4G, ADSL, 5G. Fibre aussi, ou vous faites que le mobile ? Non, on fait aussi du fixe. On fait de la mesure ponctuelle, on fait de la mesure permanente, on le fait nous-mêmes ou on passe par des partenaires. On a des montages assez originaux. On a par exemple, avec la collectivité, avec Bourgogne-Franche-Comté, on utilise le réseau de collecte des déchets. Les éboueurs qui ont des chaînes de mesure embarquées qui leur permettent de mesurer tout le territoire. Ou récemment, on a signé un gros partenariat avec Geoptis, le groupe La Poste, et nous utiliserons en France les tournées de facteurs pour avoir une mesure la plus fine de la connectivité mobile à l'adresse. Ça sert à quoi de mesurer le réseau perpétuellement, la connectivité, Sébastien ? Alors, l'expérience numérique, aujourd'hui, qu'elle soit pour le citoyen ou les entreprises, elle est indispensable de nos modes de vie ou de la performance. Hélas, on le voit avec le Covid, plus que jamais, l'expérience numérique est indispensable au fonctionnement de nos vies, et pas seulement dans les grandes métropoles, mais aussi dans tous les territoires, et plus que jamais dans les territoires. Je dirais que c'est un enjeu d'aménagement du territoire, c'est un enjeu d'inclusivité, d'inclusion. Et mesurer cette connectivité est indispensable pour savoir comment demain, peut-être, nous aurons une meilleure distribution des bassins de vie et d'emploi, comment cette économie, qu'elle soit physique, numérique ou certains disent digitale, se conjugue dans le futur. Et puis c'est important aussi pour stimuler tous ces acteurs aussi, non ? C'est vrai que le fait de mesurer comme ça la connectivité avec, bien sûr, chaque opérateur, ça stimule un peu la concurrence et les capacités aux opérateurs d'être encore meilleurs, non ? Oui, alors forcément, les baromètres qui sont publiés, les études qui sont faites engendrent des réactions, parfois des contestations. La difficulté du monde de la mesure, c'est qu'il est difficile de reproduire dans l'espace la même mesure deux fois, mais alors dans le temps, c'est impossible. Évidemment. Et être un professionnel, c'est chasser les biais à un instant T pour avoir quelque chose d'équitable, d'impartial, qui fait un diagnostic assez froid de la situation. Et la publication de ces résultats peut amener des réactions.
mais elles sont étayées par des faits, des mesures, des analyses, des ingénieurs, des data scientists qui repassent derrière, qui vérifient à cet instant quelle est la qualité qu'on a obtenue. Alors, on va parler de Paris dans un instant, bien sûr, puisque en fait, ce baromètre s'intéresse à la connectivité 5G à Paris, hein, pour les 4 opérateurs. Mais d'une manière générale, on voit que les opérateurs et les 4 opérateurs français mettent les bouchées doubles, hein, pour accélérer aujourd'hui la couverture 5G. C'est vraiment, vous le voyez, vous, dans votre observatoire? Alors, nous nous positionnons beaucoup du côté de la qualité d'expérience. Donc, quand on parle de couverture, on est dans un raisonnement très opérateur, c'est-à-dire je déploie des mâts, j'allume les antennes, j'adresse un Mais c'est secteur. intimement lié, cela dit. C'est totalement lié, mais du côté de la mesure de la qualité d'expérience, on utilise plutôt la notion d'accessibilité. La qualité d'expérience, c'est quoi? Vous avez 3 étages à la fusée. Vous avez déjà l'accessibilité au service. L'opérateur peut dire j'ai couvert tel endroit, mais si vous, votre téléphone avec votre abonnement, vous ne voyez pas marqué, eh ben, peut-être c'est couvert, mais Oui, ça marche pas concrètement. et nous sommes la voix du citoyen, du client. D'accord? Donc d'abord, la question de l'accessibilité. Ça arrive souvent, ça, ces petites arnaques, non? Mais une zone couverte sur une carte et qui finalement n'est pas couverte dans la réalité, ça arrive souvent? Alors, couverte, pas couverte, ça peut être un défaut technique. Couverte, pas accessible, il y a toute une chaîne de services derrière qui doit être fournie par l'opérateur. C'est pas de l'arnaque, on est dans une phase de déploiement de ces solutions. C'est un marché qui est jeune. Les terminaux eux-mêmes parfois rencontrent des problèmes. Donc, toujours dans cette logique d'éliminer les biais, il faut être vigilant à toute étape. Non, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que les opérateurs aiment bien aller gratter quelques pourcentages de territoires supplémentaires. Voilà, sur une carte, ça fait joli. Tout à fait. Alors Oui. que bon, concrètement, quand on est à la limite de la couverture, voilà, sur la carte, en théorie, on capte, mais finalement, on capte pas. Oui, et alors, sur cet élément-là, la stratégie fréquentielle va être absolument déterminante. La stratégie de localisation des antennes va être absolument déterminante. Et pour ça, il faut qu'ils puissent les déployer. Donc, il faut aussi qu'ils aient accès aux emplacements. Mais si je reviens à l'image de la fusée, la qualité d'expérience pour un client, un citoyen, c'est quoi? C'est déjà, le service est accessible. Bien sûr. Ensuite, est-ce qu'il est performant? Vous pouvez l'accéder, mais si vous ne pouvez pas télécharger, naviguer, il n'est Ouais. pas performant. C'est pour ça, de temps en temps, l'été, on est en 4G, on a plein de barres, et puis en fait, le réseau est tellement saturé qu'on n'arrive pas à envoyer un SMS, etc. C'est cette qualité-là, c'est-à-dire qu'on a accès Et pourtant, au réseau et ça marche pas. Et pourtant, ça ne marche pas. Et ensuite, il y a le 3e étage de la fusée, qui est l'usage. Est-ce que les usages sont correctement servis par cette performance accessible? Et les différents usages. Et les différents usages. Les réseaux sociaux, les vidéos, la musique, etc. Exactement. Et nous avons fait un choix lors de cette étude de nous concentrer sur les 2 premiers étages de la fusée, c'est-à-dire l'accessibilité et la performance. Pourquoi pas les usages? Parce que les usages aujourd'hui de la 5G pour le grand public ne sont pas encore trouvés, ne sont pas clivants. C'est-à-dire qu'on va le voir, vous avez des performances de la 5G qui sont remarquables et qui, naturellement, servent les usages qui sont déjà servis en 4G. Nous n'avons pas encore les usages clivants qui permettent de discriminer proprement. Et ça, je pense que c'est le sujet de 2022 et des années à venir. En gros, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, un smartphone récent, qu'il soit en 4G ou 5G, l'expérience client, elle est comparable, en fait. C'est ça. C'est délicat, mais dans la grande majorité des cas, dans la moyenne des usages, il n'y a pas encore de choses qui disent « Ah oui, ça, ce n'est pas possible ». Vous savez, quand on est passé de 2G en 3G, on a dit « Mais on n'a pas besoin de 3G pour faire des SMS ». Puis 3G en 4G, on n'a pas besoin de 4G pour faire des Oui, mais il y mails. avait quand même une accélération des débits, Mais là, on du constate... multimédia, Tout etc. à fait. Là, une bonne 4G, finalement, sur votre téléphone, vous ne verrez pas la différence entre une bonne 4G et une 5G. Vous le verrez quand même très notablement sur les vitesses de téléchargement, Oui. mais c'est du confort. Ce n'est pas bloquant. Ce qui va devenir bloquant, c'est l'émergence de nouveaux usages. Alors, est-ce que demain, c'est de la réalité virtuelle, augmentée? Je ne sais pas. Bien sûr, bien sûr. Et on sera très, très curieux Et puis pour d'observer l'industrie et les Alors, professionnels, mais ça, c'est un autre débat. ça. Tout à fait. Qu'est-ce que comment ce baromètre sur Paris, comment ça se passe en fait, qu'on peut retrouver sur le site de zeronet.com? Je vous invite d'ailleurs à le retrouver, hein, en collaboration avec Cozy. Comment mesurez-vous la 5G à Paris, par exemple? Alors, la question du protocole à mettre en œuvre, déjà, nous sommes au plus proche du protocole de l'ARCEP
pour mener ces tests. Tout l'enjeu d'un protocole, c'est de déterminer une cible d'observation, comme je vous le disais. Donc, nous sommes concentrés sur l'accessibilité et la performance du service et d'éliminer les biais. Donc, première chose pour éliminer les biais, il faut faire des mesures en simultané 4G, 5G, avec les mêmes terminaux pour tout le monde et des forfaits les plus moyens possibles. La deuxième chose qui est importante, c'est de comprendre qu'on utilise des forfaits du marché et qu'on parle de profil 4G ou de profil 5G. Quand vous êtes abonné avec votre carte SIM 4G, vous voyez la 4G. Quand vous êtes abonné avec un profil 5G, vous voyez la 5G et la 4G. Et oui, bien sûr. Et ce n'est pas parce que vous avez un profil 5G que vous n'allez pas de temps en temps naviguer en 4G. En fonction des zones, vous allez rebasculer en 4G. Est-ce que Paris est bien couverte en 5G aujourd'hui ? Alors, Paris, aujourd'hui, on peut dire, si on saute directement en conclusion, Paris, sa couverture en 5G est une réalité, est en nette progression. Vraiment. On a constaté une progression remarquable. On avait fait un premier test, une première enquête en avril dernier. Là, cette enquête a été menée en juillet. On observe des progressions qui sont absolument remarquables. Donc, en 3 mois, les opérateurs ont mis les bouchées doubles Tout à fait. pour ouvrir des sites 5G. Rappelons quand même qu'il y avait aussi ce problème d'acceptabilité de la 5G, notamment à Paris. La mairie avait freiné les cas de fer. Enfin, il y a eu plusieurs semaines de moratoire concernant la 5G. Donc finalement, les opérateurs ont pu se préparer un petit peu et appuyer sur des boutons, en fait. C'est ça, jusqu'en juillet. Oui, tout à fait. Et à nouveau, ce n'est encore qu'un déploiement en cours. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une phase de maturité comme on connaît sur la 4G aujourd'hui. Mais ce qui est vraiment déterminant, à avoir en tête, c'est la stratégie fréquentielle de chaque opérateur. Puisque plus vous avez des fréquences hautes, on va parler par exemple de 3 giga 5, et vous avez des fréquences basses, par exemple du 700 MHz, qui est utilisé notamment par Free. Disons que plus une fréquence est basse, et plus elle porte loin. C'est comme quand vous écoutez de la musique, en général, c'est les basses du voisin qui résonnent chez vous, pas les aigus. C'est pareil. Donc, le truc, c'est que dans les fréquences hautes, les opérateurs possèdent beaucoup plus de bandes passantes, et donc peuvent fournir une performance beaucoup plus élevée. Donc plus de débit. Beaucoup plus de débit. Mais avec une portée moindre. Et bien voilà. C'est ça. Et en fait, chaque opérateur a sa stratégie concernant ces fréquences. Exactement. Nous avons des stratégies aujourd'hui de déploiement et d'acquisition du marché qui sont très différentes d'un opérateur à l'autre. Et cette tendance qu'on avait observée en avril se concrétise aujourd'hui. En juillet, là, on a confirmation que c'est une stratégie affichée. Nous avons par exemple Free Mobile qui souhaite couvrir au plus vite, au plus loin le territoire, et donc une stratégie très agressive, pour le coup, d'accessibilité au service, en utilisant du 700 MHz, une fréquence basse qui porte loin. Là où nous avons des opérateurs comme par exemple Orange et SFR, qui vont plutôt favoriser les fréquences hautes pour fournir un maximum de performance sur le service accessible. D'accord. Et Bouygues Telecom, qui joue les équilibres en essayant d'apporter une qualité de service à peu près régulière sur les différentes composantes de l'offre. C'est pour ça qu'à un moment, il y avait ce débat chez Free notamment de la fausse 5G, parce que, étant donné qu'elle les mettait, enfin en tout cas que Free avait décidé de privilégier en fait le déploiement de la 5G sur les basses fréquences, même s'ils ont du 3 giga 5 aussi, à certains endroits, on va dire dans des zones urbaines, ils ont du 3 giga 5. Très peu. Est-ce que, oui, peu par rapport aux autres, est-ce que on peut considérer qu'il y a une 5G à 2 vitesses, sans mauvais jeu de mots? Alors déjà, le débat de fausse ou vraie 5G, d'un point de vue purement technique, toute la 5G qui est déployée aujourd'hui est une 5G qui est dite non-standalone, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas exister sans de la 4G en dessous. Donc c'est en plus, c'est le boost. Et dans les années à venir, ils vont peu à peu remplacer la partie... le cœur de réseau de la 4G qui est utilisée par un cœur de réseau 5G. Et là, on va avoir en plus des gains de performance significatifs. Même en basse fréquence ? Alors, même en basse fréquence, dans la limite, puisque après c'est de la physique. Oui, c'est de la physique, bien sûr. C'est le spectre. C'est la plage de spectre disponible. Si votre tuyau il est plein, votre tuyau il est plein. Ça, on n'y peut rien. Donc c'est plutôt comme ça que j'entends vrai ou fausse 5G. Et là, tout le monde est à la même enseigne et pratiquement dans le monde entier. Vous êtes en 5G appuyé sur de la 4G aujourd'hui. Et alors le verdict, quels sont les meilleurs opérateurs à Paris? Est-ce qu'il y a vraiment des différences entre nos 4 opérateurs français? Alors, oui, il y a des différences et elles s'expliquent à nouveau, comme je le disais, par la différence de stratégie. Bien sûr, oui. Donc, en termes d'accessibilité au service, le premier point qu'on voulait chercher,
On est aujourd'hui sur Paris. Là, l'enquête s'est portée sur une cinquantaine d'adresses. On a fait 6400 tests. Donc c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et ce sont des tests qu'on fait à chaque fois avec des chaînes 4G et des chaînes 5G. Et on analyse chaque trace, chaque transmission en détail pour savoir un peu comment ça se comporte. Ce qu'on voit, c'est qu'on a 2 opérateurs, Orange et SFR, qui sont des opérateurs qui ont misé à fond sur le 3 Go 5 et l'extrême performance du service. Et là, on arrive à des débits qui dépassent les 500 mégabits, visiblement. C'est vraiment impressionnant. Oui. Alors, attention, il y a ce qu'on appelle le débit moyen, le débit, en fait, où vous vivez, et le pic de débit. Le débit crête. Le débit crête, exactement. L'instantané est intéressant à avoir en tête dans cette technologie qui est jeune. L'instantané, c'est le potentiel dans lequel la 5G nous amène à terme. C'est ça l'information. Le débit moyen, donc là on le voit sur le tableau, d'ailleurs c'est l'instantané qui est là. Le débit moyen, c'est l'expérience client que vous avez aujourd'hui. Quand vous êtes citoyen et que vous voulez télécharger votre fichier ou quoi que ce soit, voilà le débit moyen que vous observez. On atteint des débits moyens qui sont très conséquents. On a des débits descendants qu'on a atteints de plus de 500 mégabits par seconde pour Orange comme pour SFR. D'accord. Donc on peut dire que Orange SFR en zone 3 Go 5 écrase les autres, on est d'accord, en termes de débit et de qualité de réseau. En revanche, Free va avoir des débits moins élevés du fait de sa couverture 700, mais avec peut-être une couverture 5G qui ira plus loin, en fait, c'est ça ? Oui, vous aurez un taux d'accroche peut-être qui sera supérieur. Là, il faudrait s'étendre en dehors de Paris intramuros pour avoir cette voir cette différence-là. En tout cas, c'est vraiment la stratégie qui revendique. Et Bouygues, dans tout ça ? Et Bouygues marie les équilibres en fournissant une performance qui est quand même assez remarquable, avec 360 mégabits par seconde en débit descendant, donc à nouveau dans les contextes d'observation qui ont été les nôtres, et qui montent progressivement. Nous, on a vu, entre avril et juillet, en termes de déploiement fréquentiel, des progressions incroyables. On a Bouygues qui est monté de plus de 20 points en accroche de haute fréquence sur Paris. SFR, c'est près de 40. Free aussi est beaucoup monté. Orange avait déjà mis le paquet sur la 3.5 et on voit vraiment ces stratégies se mettre en œuvre maintenant. On est au tout début, bien sûr, de l'histoire de ces réseaux, et c'est vrai que la 5G aura encore quelques mois et quelques années de déploiement un peu partout sur le territoire. On reviendra sur les usages de la 5G qu'on trouve, qu'on n'arrive peut-être pas encore à trouver pour le grand public, et puis aussi se poser la question, pourquoi tous les abonnements aujourd'hui des opérateurs ne sont pas compatibles 5G ? C'est un autre problème, peut-être d'ordre marketing ou commercial, mais aujourd'hui, à part Free, pour les autres opérateurs, pour avoir de la 5G en général, il faut payer un petit peu plus cher pour avoir ce débit. Est-ce que c'est vraiment pertinent ? On verra bien. Merci beaucoup Sébastien Kayser pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Voilà, rappelons que vous représentez la société Mozark et Cozy, donc, et ce baromètre 01net.com Cozy que vous pouvez retrouver sur le site 01net avec la couverture 5G à Paris. Voilà, ce de quoi je me mêle est terminé. On sera là le week-end prochain, bien sûr. Merci de nous suivre sur 01 TV, en podcast audio et sur BFM Business le week-end. À très bientôt. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.